Bonjour, je m'appelle Renaud Chevalier, je fais partie de la société TIGA et je viens vous présenter l'art d'identifier les value streams avec la GenAI. Je ne suis pas tout seul pour animer cette présentation. Je vais vous présenter quelqu'un ou quelque chose. Alfred. Alfred, c'est un chat GPT que j'ai configuré pour devenir un spécialiste en business architecture. Je l'ai alimenté, donc avec des contenus, et je l'ai entraîné à force d'interactions. Je lui ai dit les réponses qui étaient plutôt correctes, d'autres qui ne l'étaient pas. Ça fait plusieurs mois que je travaille avec Alfred et je l'utilise au quotidien dans mon métier de consultant, avec un use case en particulier que je vais vous présenter là, l'identification des value streams. Avant de commencer, je voudrais savoir d'où on part un petit peu dans le public. Qui sait ce que c'est qu'une value stream? Si vous pouvez lever la main. On a une grosse majorité de gens qui sont sensibilisés à ça. Qui a déjà participé à un atelier d'identification de value stream? Ok, cool, super. Pourquoi les value streams? Il y a débat. Je travaille avec cet outil depuis 2016-2017. C'est un outil qui est au cœur de Safe. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une appétence à ça et je l'ai beaucoup travaillé. Et j'y vois un très bon outil pour accompagner les entreprises, pour rapprocher le business de la tech. C'est une approche holistique qui, sur une même map, sur une même carte, va afficher ce que fait l'entreprise. On est dans le what, on n'est pas dans le why, on n'est pas dans le how, on est dans le what, ce que fait l'entreprise pour faire tourner son business. Associé à ça, on va trouver les acteurs pour faire tourner l'entreprise, les ressources, les solutions qu'on va utiliser pour faire tourner. Et si on est vraiment puriste, parce que là, je vous draft un petit peu l'approche Safe, mais si on va vraiment dans ce que c'est que la business architecture au sens TOGAF, on va rentrer dans les business capabilities, on va rentrer dans la data, on va rentrer dans les process métiers, on va pouvoir faire le lien avec les parcours clients, l'expérience client, et vous arrivez avec sur une map complète à rapprocher tous les univers de l'entreprise, tous les silos, pour avoir une compréhension commune de comment l'entreprise marche. Et pourquoi est-ce que j'y vois un vrai intérêt aujourd'hui? C'est que s'il n'y a pas ce genre de carte commune, le plat au milieu de la table où tout le monde se sert, comment dessiner le chemin pour une transformation? Comment? Du coup, j'y crois. Et je vais vous expliquer mon cheminement par rapport à l'usage de cet outil-là. Un peu de vocabulaire, j'ai remis un schéma que vous trouverez sur le site de Safe ici. Donc c'est une représentation classique de value stream. En vert, on appelle ça des activités. Donc c'est les étapes que l'entreprise réalise pour délivrer une valeur à quelqu'un. En bleu foncé, vous avez ce qu'on appelle les solutions. Donc ce sont soit des produits, soit des systèmes, des composants ou autres qui vont permettre d'opérer les étapes. Et en dessous, ce qui est entouré en bulle, je ne vous ai pas dit en vert, ça s'appelle une operational value stream, OVS, je vais utiliser beaucoup ce terme-là, et en bleu en bas dans les bulles, ce qu'on appelle des DVS, développement de value stream. Vocabulaire, OVS, activité, solution, DVS. Pour identifier ce genre de carto, voilà grosso modo la démarche. Je me suis beaucoup inspiré de ce que propose Safe sur étagère. Je n'ai pas réinventé la roue, parce qu'on va utiliser le GPT pour simuler ça. 4 grandes étapes dans cette démarche. L'identification des value streams, on a souvent l'habitude de voir ça comme un seul workshop. En Safe, ils appellent ça le VSAIW, Value Stream and Art Identification Workshop. En fait, c'est bien plus large que ça, il y a 4 étapes. Et pour moi, la clé se passe dans le buy-in. Comment est-ce qu'on embarque l'entreprise, les parties prenantes, dans l'identification des value streams, pour justement les amener dans un workshop, que le workshop se passe bien, qu'il amène la bonne discussion, qu'on arrive à bien converger pour arriver à un draft, pour après lancer des actions qui vont mettre en mouvement l'entreprise. Donc du buy-in, on embarque, de la préparation du workshop, plein de choses
à préparer d'un point de vue ressources, mais également plein de choses à préparer d'un point de vue anticipation, risque, se faire une idée de ce qui peut se passer pendant le workshop. Le facilitate, qui est le workshop, qui peut être ce qui est préconisé, réalisé sur 2 jours, après qui peut être espacé dans le temps. Et puis après, donc, le take action. Quand on le voit comme ça paraît simple. Ultra simple. On a même sur le site de Safe, on a même des formations, on a plein de choses pour nous préparer. C'est hyper simple. Dans la vraie vie, c'est dur. C'est très dur. À tel point que j'ai des débats. Je cite le monsieur là. On se dit, finalement, à quoi ça sert les value streams? C'est tellement dur, vu le résultat auquel on arrive, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer autant de temps pour avoir ce livrable-là qui, au final, n'apporte pas grand-chose et n'impacte pas? Les difficultés qu'on rencontre dans un workshop d'identification, dans toute une démarche d'identification des value streams, la première chose, c'est les concepts. Je vous ai donné du vocabulaire, OVS, on est sur les solutions, les DVS. Vous avez tout un tas de mots de vocabulaire qui viennent de TOGAF. Vous arrivez devant quelqu'un du métier qui a ses OKR, qui doit délivrer du business, faire de la valeur. Vous faites déjà bâcher rien que par le vocabulaire. Vous avez après la pensée en silo. C'est une approche holistique. L'idée, c'est de regarder l'entreprise dans sa globalité. C'est justement de rapprocher les domaines de l'entreprise pour délivrer de la valeur, pour faire du business. Et les gens ont le réflexe de penser à leur périmètre, à leurs objectifs. Et c'est très difficile de les amener à penser plus large, parce que potentiellement, des fois, ils n'ont pas des objectifs qui sont en cohérence avec cette pensée beaucoup plus large. Il n'y a pas d'exemple. Vous pourrez, si vous avez des exemples, je les prends. Il n'y a pas d'exemple. Il y a 4 exemples sur le site de Safe. Je n'ai rien trouvé d'autre. Il y a des cartographies de Business Capability Map. Il y a des trucs spécialisés sur les value streams. Rien. Rien. Donc quand vous arrivez devant quelqu'un pour convaincre, quand vous arrivez en atelier pour donner un exemple, en fait, il n'y a que dalle. Il y a juste 4 pauvres patterns de value stream. C'est très difficile du coup de l'appliquer à des contextes business, à des industries, à partir de ces quatre exemples-là. Être dans une posture de facilitation dans l'atelier, ça ne suffit pas. Il y a, par les problèmes de vocabulaire, de silos, il va y avoir des discussions qui vont être compliquées. Et si, en tant qu'animateur de l'atelier, on n'a pas déjà une idée de ce que c'est et où ça pourrait aller, eh bien, vous avez des discussions qui s'enlisent. Et justement, qui amènent à des résultats qui sont très mitigés derrière. Et puis le dernier point, c'est le temps. Pour arriver à une cartographie que je vous ai montrée en introduction, ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour livrer une cartographie, un livrable comme ça? Plein de problèmes, alors que la démarche a l'air hyper simple. Du coup, on arrive à ce qu'on appelle un so what, le so what result. Tout ça pour ça. On a passé autant de temps, on a joué le jeu, on s'est investi, et on a un livrable qui... Ça confirme la discussion que je vous disais, à quoi servent les value streams. Ça fait depuis 2016-2017 que je travaille la problématique. Et il s'est passé quelque chose il y a 2 ans. Il y a ChatGPT qui est arrivé. Il y a 2 ans, j'étais chez Sphere. Alors, je fais de la pub pour un concurrent, c'est pas bien, mais j'étais chez Sphere, et le patron, Didier Gérard, tout de suite, il avait fait une thèse en intelligence artificielle. Il nous a orientés sur ChatGPT quasiment dès le premier jour. Donc, on a commencé à utiliser, prompter, faire des CR. Quand Dali est arrivé, on a fait des images. Donc, j'avais un petit usage de ChatGPT. Et l'année dernière, il s'est passé un truc, le déclic. Et c'est un peu ça que je vais essayer de faire avec vous, le déclic. Je suis allé à Agile Tour Montréal, j'ai vu un coach agile qui nous a fait une conférence sur ses prompts en tant qu'agiliste. Et là, bluffé. 80% de mon job, de mon savoir, de tout ce que j'ai appris en autant d'années, 80%, ChatGPT était capable de le ressortir instantanément. J'étais avec Kousseï, on s'est regardé, Kousseï m'a posé la question, et en fait, merci de nous mettre au chômage. C'est exactement ce qu'on a ressenti, l'obsolescence de nous, coach agile, de notre métier, une disruption de notre métier. Et donc, avec ce petit usage de ChatGPT et cette claque que je me suis prise par rapport à cette conférence, eh bien, simplement, j'ai réalisé que je pouvais utiliser ChatGPT par rapport à mon problème d'identification de value stream. Et l'histoire a commencé. J'ai fait mes premiers prompts il y a 1 an, j'avais un premier draft au mois de décembre. Et depuis décembre, je teste. À chaque fois que je vais en avant-vente, je fais tourner Alfred
mon GPT Alfred, je vais revenir dessus, pour me faire une idée du contexte de mon client. J'arrive plus en tant que coach agile, coach produit ou consultant, j'arrive avec une connaissance sectorielle des problématiques de mon client. C'est plus du tout la même interaction. Je draft des value streams pour justement mes clients qui sont intéressés et je teste. Je vais vous en reparler après. Du coup, fil en aiguille, au mois de mai, j'en suis arrivé à formaliser ce que j'ai appelé The Alfred Initiative. Quelque chose d'un peu plus large qu'un simple GPT qui est sur la marketplace d'OpenAI. Une approche un peu plus globale, parce que le GPT ne suffit pas. Je vous dis, je l'ai configuré, ça ne suffit pas, il faut des prompts. Il faut des prompts pour pouvoir bien l'interroger. On va les voir. Il faut également clarifier une taxonomie. Je vous disais, c'était l'un des premiers problèmes de la VSAI, l'identification des value streams. Par exemple, il y a un truc qui tourne en ce moment, le mot produit. C'est quoi mon produit? Bon courage. Une taxonomie. Les prompts. Le GPT configuré, optimisé, c'est un business architecte virtuel. Et puis, un repo, un référentiel. Utiliser ChatGPT, ce n'est pas super bon pour la planète. Je me suis dit, ce que je fais avec ça, toutes les études sectorielles que je fais, en fait, je vais les mettre sur GitHub, à disposition. Et l'idée, c'est de dire, voilà, si vous êtes dans un secteur particulier, vous souhaitez identifier vos value streams, vous avez déjà un premier livrable sur étagère, avec des exemples, qui va vous aider à démarrer beaucoup plus rapidement. The Alfred Initiative. Et du coup, là, mon enjeu aujourd'hui, c'est de vous faire une démo de Alfred. Cette conférence est une démo. Donc, je prends un risque. Je ne sais pas comment Alfred va se comporter. Des fois, il peut partir un peu à droite à gauche. Et donc, je vais vous démontrer la puissance de la GenAI. Je vais vous démontrer Alfred en action sur un process d'identification des value streams pour une entreprise. Le process qu'on va suivre, vous l'avez à l'exemple. Je vais faire tourner 5 prompts devant vous. Le premier prompt, c'est l'identification des opérationnels value stream d'une entreprise. J'ai mis secteur, mais j'ai revu un peu le truc. Donc, d'une entreprise. Une fois qu'on aura identifié les opérationnels value stream, on creusera quelques trucs. Je vous montrerai comment on fait des fiches, du formatage et tout ça, prompt numéro 2. Prompt numéro 3, on va on va analyser une OVS en détail, donc les activités, les solutions qui sont dedans, les acteurs. Vous verrez, ça sort même un tableau qui simule un processus. Et puis, prompt numéro 4 et 5, on creusera les DVS et finalement les options d'organisation. Donc là, je l'ai configuré pour simuler un processus safe, mais ça peut être un domaine, ça peut être une tribe, ça peut être ce que vous voulez. Donc comment on pourrait s'organiser dans ce contexte au regard de ces opérationnels value stream. Le job to be done, c'est des options d'organisation. Un disclaimer avant de passer sur Alfred, la fiabilité de la donnée. La donnée n'est pas fiable. Je vous le dis tout de suite. Donc il y a peut-être des informations qui vont être remontées, qui sont fausses, qui sont obsolètes, qui sont des hallucinations. Mais ce n'est pas mon enjeu, en fait, avec ce use case. Mon enjeu, c'est d'aider l'intelligence collective. On est sur des sujets très complexes. Je vous ai expliqué les problèmes que ça peut générer à l'échelle d'une entreprise. Et l'idée, c'est de faciliter, d'aider l'intelligence collective par rapport à ce problème-là. Donc la fiabilité de la data, ce n'est pas trop mon enjeu. Vous allez voir quand même que ça pique. Le sujet, c'est avoir une discussion qui tout de suite va au cœur du sujet. On passe sur Alfred. Alfred, donc, il est sur la marketplace d'OpenAI. Donc, vous avez l'interface de ChatGPT, sauf que là, on est sur mon GPT préconfiguré, donc il s'appelle Alfred avec le petit logo qui va bien. On va prendre le premier prompt. Donc, je vous l'ai dit, je suis sur GitHub. Alors, ça ne va pas être très lisible, je vais vous le lire. Premier prompt, donc, identifier les OVS d'un secteur. Je me suis posé la question quel secteur, quelle entreprise je pouvais utiliser pour la démo. Et du coup, j'ai choisi un truc qui, en ce moment, me tient à cœur. On va parler diabète. On va parler diabète d'une entreprise qui s'appelle Dexcom. On est dans le secteur de la medtech, medical technology. Dexcom, c'est une entreprise qui a plusieurs produits, dont un en particulier qui est une pompe, qui est un capteur de glycémie en continu. Pour les diabétiques, il est en train de se passer une révolution.
c'est l'intelligence artificielle. Alors, je suis dans un truc d'intelligence artificielle, je vous parler d'une entreprise qui fait de l'IA. On est passé d'un monde où les diabétiques devaient se faire des piqûres d'insuline à un monde où aujourd'hui, les diabétiques fonctionnent avec deux appareils en boucle qui communiquent entre eux avec du machine learning pour injecter l'insuline en continu dans le corps en fonction du taux de glycémie dans la personne. Et du coup, c'est une charge mentale en moins. On est passé de piqûres à l'IA qui génère l'insuline qui va bien en fonction du taux glycémique. Et Dexcom, l'entreprise, a un produit qui s'appelle le Dexcom G6, qui est une pompe, qui est un capteur en glycémie en continu qui se met sur le bras d'un diabétique et donc qui prend la glycémie et envoie les informations à la pompe à insuline pour envoyer. Donc c'est assez innovant. Mais pourquoi cette entreprise est intéressante? Pourquoi ce cas est intéressant? Parce que vous avez du matériel médical. Donc, point de vue test, il faut être au top du top. Il n'y a pas le choix. Si ça ne marche pas, c'est une vie qui est en jeu. On a de la tech, parce qu'il y a besoin de machine learning, il y a besoin de tout le programme à l'intérieur pour analyser la glycémie, il y a besoin d'envoyer ces informations sur une API quelque part pour que la pompe puisse récupérer l'information, communiquer avec la pompe. Il y a les médecins qui se connectent à des plateformes pour récupérer les données du patient pour faire des analyses. Il y a le matériel. Le matériel, il faut le construire, il faut l'acheminer. Il y a tout le support client une fois que le matériel est installé à domicile. Donc c'est un cas d'entreprise qui est extrêmement large d'un point de vue value stream. Ça touche beaucoup de choses, dont de la supply et autres. Donc on est dans le physique, on est dans le digital, on est dans la tech, et c'est pour ça que ce cas est plutôt intéressant. Du coup, je vous propose d'étudier cette entreprise Dexcom aujourd'hui, et on va commencer avec un premier prompt. Je vous le dis, c'est assez petit, donc on est sur GitHub. Bonjour Alfred, je sollicite votre expertise, je le vous vois. Alors Alfred, le prénom vous dit peut-être quelque chose. Je suis un peu geek sur les bords. Alfred, je l'ai configuré pour agir comme le majordome de Batman. Donc, il a une interaction particulière, un humour subtil. Voilà. Bon, bref, je suis parti un peu dans un délire. Et donc, je le vous vois, il me vous voit, et c'est assez drôle. Donc, je sollicite votre expertise pour une analyse de value stream du secteur. Là, je vais remplacer par entreprise Dexcom. Première chose, il faut lui donner un contexte. Donc, bien lui expliquer, en plus de sa configuration, ce qu'on attend de lui. Donc là, je lui explique qu'on est dans le contexte d'une analyse de value stream pour une entreprise. C'est à la demande d'un CTO, on peut changer le contexte. CTO qui cherche à moderniser son architecture. Et du coup, l'idée, c'est de trouver des options d'organisation de l'entreprise. Je lui dis que ce prompt est le premier prompt d'une série. On va voir que c'est important de séquencer les interactions avec le chat GPT, avec Alfred. Et je lui donne des consignes très précises du genre faut aller utiliser les définitions de Safe. Si on parle solution OVS, DVS, tu vas dans le référentiel de Safe. Si tu ne trouves pas les données qu'il faut, tu vas les chercher dans d'autres référentiels, dont TOGAF, BizBoc et autres. Si pour ton analyse, tu vas me proposer des options d'organisation, je voudrais que tu mettes l'accent sur la durabilité, les objectifs stratégiques, l'innovation technologique, l'optimisation des ressources. Je lui dis que dans ton analyse, il faut tenir compte des tendances technologiques du secteur, du contexte économique, de la réglementation spécifique, des tendances de marché. Je veux des réponses rigoureuses, exhaustives et cohérentes. La cohérence est assez importante. Je veux fournir des informations précises, vérifiées et fiables, même si cela prend un peu plus de temps. Je lui dis, tu prends ton temps. C'est important pour ne pas qu'il dégaine des réponses comme ça. Et enfin, je lui demande d'indiquer clairement s'il n'a pas l'information. Je ne veux pas qu'il invente. Ça, c'est juste le contexte. Et du coup, on va aller lister les opérations value stream de Dexcom. Alors du coup, pour aller identifier des opérations value stream, il y a une sorte de logique en entonnoir, des questions. Déjà, on va identifier les entreprises concurrentes du secteur. On va identifier les segments clients. On va identifier les produits et services de l'entreprise. On va identifier les solutions qui sont poussées par l'entreprise. Et puis du coup, on va lui demander quels sont les OVS, les Operational Value Stream. On pourrait lui demander directement quels sont les OVS. Mais le fait d'aller lui faire réfléchir sur entreprise, produits, segments, solutions, il va orienter ses réponses pour la liste des OVS. On teste. C'est parti.
Donc là, il liste les entreprises du secteur. Alors là, déjà, première petite divergence, je lui ai demandé simplement le nom des entreprises. Il est parti sur nom plus description. Enfin, je lui fasse un feedback. Donc là, on a les 5. Alors j'ai réduit les volumes pour la démo. Je lui demande beaucoup plus d'informations. On va parler de taille de contexte. Donc je limite volontairement le nombre d'informations que je lui demande pour que la démo se passe bien et qu'elle soit rapide. Mais dans les études de cas, je demande plus d'informations. Donc là, on a les 5 entreprises leaders du secteur. Et je lui demande 5 entreprises qui disruptent, qui bouleversent le marché. Donc Dexcom, vous voyez, il le positionne dans les entreprises qui disruptent. Exemple de clients utilisateurs, donc le patient diabétique, les médecins endocrinologiques, les assurances santé, les pharmacies, les chercheurs en sciences médicales, les cliniciens de soins primaires, les ingénieurs en développement de produits, les techniciens de support, les vendeurs, les patients pédiatriques. Quels sont les exemples de produits et services? La question, quels sont mes produits dans mon entreprise? Tout de suite, on a une réponse avec des exemples dans un contexte particulier. Donc on a des familles, je vous demande de catégoriser par famille, donc les systèmes de gestion de diabétique. Donc là, on a justement le CGM, je vous parlais de ce capteur, on est pile poil le premier produit de la première famille. Et donc il vous donne l'ensemble des familles avec 5 produits à chaque fois. Je lui ai demandé 5 familles, 5 produits dans chaque famille. Ensuite, je lui demande des exemples de solutions, ce fameux terme de solution dans SAFe, le truc qu'on met sous les étapes vertes. Là. Qu'est-ce que c'est qu'une solution par rapport à un produit? Il me sort une dizaine, une quinzaine de solutions dans le cadre de Dexcom. Donc première solution qui sort, tableau de bord d'analyse des données de glycémie. Effectivement, on a des graphiques pour pouvoir faire ça. Application interne de suivi de performance des dispositifs, système de gestion des capteurs défectueux. Je descends. Le 8, application des suivis d'intervention clinique. Le 10, module de conformité aux régulations médicales, et ainsi de suite. 15 exemples de solutions pour l'entreprise. Et enfin, ce qui m'intéresse, les 10 exemples de value stream, d'opération et value stream pour cette entreprise. Surveillance, première value stream, surveillance continue du glucose. On est pile poil dedans ce que je vous racontais. Fourniture de services de gestion du diabète. Assistance aux patients et aux médecins. Gestion des données médicales. R&D pour innovation de produits. Et ainsi de suite. J'en ai demandé 10. Premier prompt. Je vous ai posé la question, qui a déjà participé à un atelier de value stream? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça suffit pas. T'as pas tout ça en un atelier. Personnellement, moi, ça m'a piqué. On continue. Et je vous ai dit, deuxième prompt, on va creuser quelque chose. Donc je vais aller creuser un produit. On va prendre justement ce fameux capteur de glycémie en continu. Donc qu'est-ce que je lui demande? En fait, j'ai fait des prompts qui listent et des prompts qui donnent des fiches. La fiche, c'est le détail. Volontairement, je sépare les deux. On parlera de taille de contexte tout à l'heure. Si on lui demande des fiches directement, toutes les informations qu'il vient de vous lister, en fait, il perd le fil. Donc, on séquence. Je lui demande la liste succincte et l'information qui m'intéresse. Je creuse. J'ai des prompts pour avoir des fiches détaillées. On va regarder la fiche du produit sur justement le capteur de glycémie en continu. Je lui demande quoi dans cette fiche? Je lui demande un nom, une description, une proposition de valeur, la famille de produits, les clients utilisateurs cibles, les canaux pour cibler ces utilisateurs-là, les opportunités notamment technologiques par rapport à ça, la différenciation sur ce produit-là et le modèle économique. Ce n'est pas tout. Je lui demande de formater le résultat. Le truc que j'ai découvert en travaillant sur Alfred, c'est qu'Alfred, il connaît le Markdown, le format Markdown. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si vous utilisez Jira, par exemple, à certains moments, vous mettez, pour faire un gras, 2 petites étoiles, le mot est 2 petites étoiles. Ça vous fait du gras. Donc c'est un format qui s'appelle le Markdown. Et en fait, vous pouvez formater les réponses avec Markdown. Et vous voyez l'affichage que je veux de ma fiche sur un produit. On teste. Donc le nom de mon produit, je vais le rechercher. Le CGM, on va mettre CGM directement. CGM, hop, c'est parti. Donc le CGM, ce que je vous disais, est un dispositif médical portable qui permet de surveiller en continu le niveau de glucose dans le sang. Proposition de valeur, le CGM offre aux patients diabétiques une surveillance en temps réel de leur glycémie.
famille de produits, système de gestion de diabète. Client utilisateur, le patient diabétique. Il y a les médecins en secondaire, les hôpitaux, les pharmacies. Le matériel, on va le chercher en pharmacie. Les assureurs de santé, plusieurs canaux, du coup, la pharmacie, les plateformes de vente en ligne, partenaires hospitaliers. C'est l'hôpital qui fournit les premiers modèles. Il y a des opportunités technologiques. Je vous ai parlé de machine learning qui change la vie des diabétiques. Il y a des caractéristiques de différenciation et puis il y a un modèle économique. C'est un modèle d'abonnement. Alors, je ne connais pas ce modèle d'abonnement par rapport à ce qu'on vit, mais voilà, il va sortir un modèle économique. Le détail d'un produit et l'idée, je vous montrerai le livrable à la fin, c'est d'aller chercher le détail de tout, des entreprises, des produits, des segments, des solutions, pour en faire une étude de cas complète. Prompt numéro 3. On creuse, j'ai la liste des OVS. On va analyser une OVS. Comment on analyse une OVS? Je vais lui demander une fiche d'OVS. Donc, je suis sur si vous connaissez les formats dans Safe sur étagère, la fiche d'une OVS, vous allez trouver un type. Donc, c'est de type de mémoire fulfillment, software, product développement, manufacturing ou support. Donc, c'est des patterns de value stream. Donc, le nom de l'OVS, sa définition, les clients utilisateurs ciblés, le déclencheur, à quel moment ces étapes vont se déclencher, la valeur reçue pour l'entreprise, la valeur reçue pour les clients utilisateurs, les acteurs qui vont opérer les activités et les solutions dont on a besoin pour pouvoir opérer cette activité. Ça ne me suffit pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu le schéma que je vous ai montré dans le premier slide, les flèches vertes. J'essaie de simuler le même schéma en format texte, mais je lui demande un tableau, une matrice, où on va retrouver les activités en colonne, les acteurs, les solutions en dessous, et des croix, pour dire cet acteur-là, il opère cette activité-là, cette solution-là, eh bien, elle supporte cette activité-là. On teste. L'OVS qu'on va creuser, on va prendre la 1, la surveillance en continu. On était sur le CGM tout à l'heure, on va être cohérent. C'est parti. Donc là, il me sort la fiche. C'est du fulfillment, donc c'est du service, grosso modo. On retrouve le nom, la définition de l'OVS, les clients utilisateurs ciblés, les déclencheurs, donc mettre en place un dispositif CGM chez un patient, donc grosso modo vous le posez sur le bras, demande de surveillance en continu du praticien, valeur reçue pour l'entreprise, on obtient des revenus récurrents via la vente des dispositifs, valeur reçue pour les clients, c'est quelque chose qui allège en fait la charge mentale du diabétique, les acteurs qui vont opérer les différentes activités, on va trouver le médecin, technicien support, ingénieur produit, et puis il y a des solutions, on a le moniteur, on a l'application mobile, on a les capteurs sous-cutanés et autres. Et on se retrouve du coup avec la value stream simulée. Donc vous trouvez en colonne les activités, les flèches vertes qu'on voyait sur le premier slide. On va trouver du coup une première activité d'activation du CGM. On a la surveillance des données, l'analyse des alertes, l'optimisation du traitement, la maintenance des capteurs. Là, il a été un peu feignant. Donc là, il faudrait que je lui fasse un feedback et une itération. Il y avait beaucoup d'informations demandées, donc il a rétréci certaines colonnes, il a mis 3 petits points. Et il finit avec les 2 dernières activités, notification aux cliniciens et la mise à jour des solutions. En dessous, on va trouver une première zone, pareil, il a été un petit peu feignant, d'acteurs. Donc on retrouve les acteurs qu'il a listés, mais on sait à quel moment les acteurs opèrent quelle activité. Et puis on retrouve les solutions qui opèrent ces activités, avec également le système de croix. On a analysé une OVS, qui est celle liée au capteur en continu. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue? Prompt numéro 4. On a des OVS. OK, je sais grosso modo comment ça tourne. La question de fond, le job to be done, c'est comment je m'organise. Quelles sont les options d'organisation que j'ai par rapport à une stratégie, soit d'entreprise, soit produit, soit de modernisation d'architecture? Quelles sont les options d'orga? Du coup, on va creuser. On a l'OVS, on a les OVS. On creuse ce qu'on appelle les développements de value stream. Grosso modo, c'est les zones
c'est un regroupement de personnes, de ressources qui vont opérer un périmètre qui supporte la value stream opérationnelle. C'est un peu compliqué, mais on passe par cette étape-là pour après identifier la découpe, les axes de découpe pour les trains. Donc on commence par les DVS, après on va chercher les trains, domaines, tribus, ce que vous voulez. Donc j'ai un prompt pour ça. Alors les DVS, étant donné que c'est un concept un peu touchy, je lui remets la définition en haut du prompt. Donc vous avez la définition. Je vous l'avais dit au tout démarrage dans le contexte, va chercher les définitions dans Safe. Mais vu que c'est un peu touchy, je lui remets la définition, juste au cas où. Je lui demande pour la démo 5 OVS, normalement je lui en demande 10. Et puis je lui demande les champs suivants, le nom de la DVS, pourquoi tu me proposes cette option de DVS, ça ne reste qu'une option, donc pourquoi, quelle est la justification au regard du secteur, de la durabilité, tout ça, tous les paramètres que je lui avais donnés au début. Les opérationnels value stream supportés, parce que potentiellement il y en a plusieurs, on va reparler de Safe versus ce que je vous propose là. Et puis les solutions qui sont développées dans le cadre de cette OVS-là. Et j'ai besoin d'y voir clair. Donc ces informations, je lui demande de les présenter de différentes manières. Donc déjà, on va mettre un titre avec le nom de la DVS, le pourquoi cette DVS, et on va avoir toutes les DVS qui vont s'affiler. Et après, je voudrais les zones de couverture. Les DVS qui sont listées, elles couvrent quelles OVS? Donc on a des développements de value stream, quelles opérations value stream sont couvertes. Et puis les solutions. Ces développements value stream, elles couvrent quelles solutions? Donc deux matrices qui permettent de voir la zone de couverture de ce qui est proposé en termes d'options. On teste. Là, j'ai plus d'interaction puisqu'on est au global, on n'est pas en train d'analyser. C'est la différence, ceux qui ont l'habitude du VSAID Safe. Je vois une limite dans la manière dont Safe propose la démarche. C'est-à-dire qu'on zoome sur une seule OVS, sur une seule opérationnelle value stream. Et à l'intérieur, après, on creuse les DVS et on creuse les options de train. Sauf qu'on se retrouve souvent avec des DVS qui sont plus larges, qui touchent plusieurs opérationnels value stream et des trains qui sont transverses à plusieurs opérationnels value stream. Donc de zoomer sur une seule OVS, en fait, ça ne suffit pas. Je vous disais, l'IA peut nous aider à gérer des problèmes complexes. Là, je lui demande de regarder les options au regard de toutes les opérations value stream qu'il m'a listées. Donc on est sur une approche beaucoup plus transverse, beaucoup plus holistique, et des options d'organisation qui vont toucher tout le business de l'entreprise. Donc je lui demande ça et je n'ai pas besoin d'interaction, puisque du coup, je lui demande tout, et il a déjà toute l'information. C'est parti. Première DVS qui me propose, développement des capteurs CGM de nouvelle génération. Donc je vous disais, on est dans le machine learning, il y a des nouveaux capteurs qui arrivent là, qui vont communiquer en boucle fermée pour envoyer l'insuline. On est exactement dedans. Justification derrière. Autre option de DVS, plateforme de données médicales intelligente. Troisième option, application mobile de suivi d'alerte en temps réel. Donc là, typiquement, là, j'ai la glycémie de mon fils en temps réel sur le téléphone. Et puis, on a l'infrastructure cloud pour l'interopérabilité et le système d'aide à la décision pour les cliniciens. Donc la couverture, maintenant. Donc, ces DVS couvrent quelle OVS et quelle solution. Donc là, on va retrouver en ligne les options qu'il vient de me proposer et en colonne les 5 OVS qu'il m'a proposé précédemment. Et on sait, du coup, la couverture de ces développements de value stream par rapport aux opérations de value stream. Vous voyez, elles sont larges. Et c'est pour ça que je vous disais que l'approche Safe est très limitante, alors que là, il faut regarder au niveau global de l'entreprise. Et du coup, ces DVS, elles embarquent quelles solutions? Bien voilà, vous retrouvez les solutions en colonne. Le développement de capteurs CGM, ça embarque tout ou partie du moniteur CGM, les applications mobiles et autres. Ce qui montre que les options d'organisation qu'on va avoir derrière sont forcément, les équipes vont forcément toucher aux mêmes solutions. Ce qui posera des problèmes organisationnels, de DevOps, des trucs comme ça. Mais là, ça montre bien que si on veut vraiment penser business, s'organiser en fonction de la valeur, on aura des équipes qui toucheront aux mêmes solutions. Les DVS. Il nous reste une étape, les options d'orga. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment je m'organise? Il est configuré pour des trains safe. On y va. Donc je lui redonne une définition d'un Agile Release Train, au cas où, même si je lui avais dit d'aller chercher la définition dans le cadre. Je lui dis que je cherche un maximum d'autonomie dans les options d'organisation. Je lui donne un nombre de personnes, 50, 125. Et du coup, je lui demande des informations. Le nom
de ton train, de cette option de train, pourquoi tu me proposes cette option, les OVS que tu supportes, les DVS que tu supportes et les solutions que tu développes. Je lui demande de formater pareil les options avec la justification au fur et à mesure, et puis toujours mes matrices de couverture pour savoir les trains que tu me proposes couvrent quel OVS, quel DVS, et au final, quelle solution. On y va, on teste. Dans les tests que j'ai pu faire, étant donné que je lui demande de l'autonomie, on a très souvent un mapping DVS-train. Il y a quelques cas où les trains sont plus larges que les DVS, mais on est très souvent sur une redondance, à tel point que je me demande, dans les évolutions futures, j'ai une to-do list énorme, est-ce que ça vaut le coup de passer par une notification des DVS? C'est vraiment une question. Donc là, on a la première option, les OVS supportés, les DVS supportés, les solutions. Là, je ne lui avais pas demandé de lister OVS, DVS, donc là, c'est typiquement un feedback qu'il faut que je lui fasse. Donc là, on a un train pour l'application mobile. On a un train pour l'interopérabilité des dispositifs, que le capteur puisse discuter avec tout un tas de plateformes et la pompe à insuline. On a des systèmes d'aide à la décision pour cliniciens, ça c'est les DVS que je vous avais dit. Là j'ai demandé plus de trains que de DVS, donc il va forcer entre guillemets des choses qui sont un peu plus transverses. On a un train innovation produit et R&D, par rapport à l'IA dont je vous parlais, il propose un train, une option de train pour justement faire de l'innovation. Conformité et régulation, qui est un gros sujet dans le secteur, on est sur de la santé. Et puis un train, support client et formation, intéressant justement pour l'appropriation du matériel. Il y a toute une partie de la customer journey en fait, pour un diabétique. Et du coup, on a les tableaux de couverture. Donc ces trains supportent quel OVS, donc les OVS qu'on a identifiés tout à l'heure. Ces trains supportent quel DVS. C'est là où on va voir qu'il y a une couverture, un chevauchement presque one-one. Oh ben non, pas tout à fait. Il manque des trains là, vous voyez, il est un peu feignant, il faudrait qu'il développe un peu le tableau. Et puis, il s'est arrêté là, voilà, j'ai un continu à générer. Là, on arrive à la taille de contexte. Et donc là, on sait quel train va développer tout ou partie des solutions. J'ai mes options de train pour Dexcom. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Alfred. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Je sors des trucs comme ça. Je vous présente une analyse sectorielle du secteur Medical Technology. C'est un fichier HTML standalone. Donc vous le prenez sur votre ordinateur sans connexion Internet. L'information s'affiche de cette manière-là. Du coup, là, je ne suis pas sur Dexcom, je suis sur le secteur Medical Technology. Donc j'ai fait une analyse. Et vous retrouvez ici l'ensemble des entreprises du secteur, avec des fiches descriptives pour chacune des entreprises. Les entreprises qui disruptent le secteur, donc par exemple Butterfly Network. On a des exemples de segments clients. On va prendre les médecins spécialistes, on a tout le détail. Des exemples de produits et services. Là, il me sort des systèmes d'IRM. Donc, qu'est-ce que c'est que ce produit et service dans l'imagerie médicale? Il me sort des exemples de solutions, plateformes de télémédecine. Il me sort les opérationnels value stream. Donc là, je n'ai pas encore les tableaux matrices dans les études de cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Les DVS, toujours avec ces fiches. C'est toute l'information que vous avez vue, je vous ai démontré. Et puis les options de train. Donc je suis en train de faire un référentiel sectoriel de fichiers HTML comme ça, qui sont issus des données d'Alfred. Je vais les mettre sur GitHub. Et c'est ma petite contribution à la planète, parce que ce que je vous ai montré, ce n'est pas du tout écologique. Et je me dis que si vous avez des problématiques de value stream, et je pense que les entreprises, c'est mon pari, les entreprises vont en avoir de plus en plus, vous avez un point de départ sur The Alfred Initiative pour démarrer à partir de votre secteur et pour ne pas partir de zéro. Donc je vais les mettre à disposition. Pour Agile en scène, je voulais être beaucoup plus loin que ça. J'en ai que quelques-unes. Donc ça prend plus de temps. Donc je voulais beaucoup plus, mais j'en ai 7 pour le moment. Il y en aura plus d'une cinquantaine à la fin. Et pourquoi je n'ai pas les matrices là-dedans? Premier retour d'expérience, c'est que
Les premières versions, je lui demandais le code HTML. Donc j'ai un gabarit HTML, à partir de la donnée qu'il me donne, je lui dis voilà le gabarit HTML que je veux et sors-moi le HTML. Et en fait, ça prend un temps dingue. Et c'est plein d'erreurs. Donc du coup, je suis passé par un format pivot. J'ai revu un peu ma copie. Je passe par JSON. Donc toutes les données que je vous ai montrées, en fait, j'ai un prompt miroir où il ne m'affiche pas du Markdown, il m'affiche du JSON. Et j'ai développé un petit programme en Java qui me prend le JSON et qui me sort les fichiers HTML. Donc ça va beaucoup plus vite. En 30 secondes, j'ai toute une base qui est transformée. Et du coup, je n'ai pas besoin de demander à ChatGPT tout le code HTML, ce qui est ultra consommateur en ressources. Donc voilà pour les études de cas sur étagère. On retourne sur la présentation. Résultat de mon Alfred. Mon Rex, en tant que consultant qui a fait plusieurs missions d'études de value stream, 3-6 mois, et je suis gentil, pour un résultat, le so what. Alfred, vous avez vu là, moins d'1 heure. Hier soir, j'ai fait tourner le truc à fond pour aujourd'hui. Je suis à 20 minutes pour avoir une étude de cas. Et le 80%, c'est le verbatim des personnes à qui je le montre par rapport à leur entreprise. Donc, ce n'est pas quantifié, c'est un verbatim. Mais on me dit, ouais, c'est pertinent à 80%. C'est le verbatim que je récolte. Pour moi, il n'y a pas photo. Mais ça pose quelques problèmes pour moi. Renaud Chevalier, consultant, coach agile, coach produit, business architecte. Il y a un petit problème. J'avais fait un slide, j'avance là. Je vous ai montré le VSAI sur les 4 étapes, mais en fait, si on le replaque sur l'ensemble de la démarche, du buying, de prépare initiative, en fait, on peut utiliser Alfred sur toutes les étapes, notamment pendant l'atelier. On n'y pense pas quand on est en train de générer les post-it et tout ça. On peut utiliser Alfred pour avoir des idées, pour synthétiser, pour challenger, pour lutter contre les biais. On peut l'utiliser à bien plus d'endroits que ce que je viens de vous montrer là. Je passe cette partie-là. Mon Rex, en fait, j'ai l'impression, quand j'ouvre Alfred, je suis un peu comme ça. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est Halo, jeu vidéo, une série maintenant. Et je ne sais pas comment on le qualifie, c'est le commando, là, il a un IA, une intelligence artificielle qu'on voit qui s'appelle Cortana. Microsoft avait même fait son Cortana il y a quelques années. Et donc, il a une IA qui est virtuelle à côté de lui, elle lui ouvre des portes, elle l'aide contre lutter contre les extraterrestres et tout ça. Donc, quand j'ouvre Alfred, moi, personnellement, je suis là, bon, allez, vas-y, Alfred, fais-moi le secteur du retail. Et puis, il me dit, oui, OK, on y va. Mais en fait, ça se passe plutôt comme ça. Alfred, quand j'interagis avec lui, parce que j'interagis, ça devient une sorte de personnage virtuel. Hein, la relation que je suis en train de créer avec lui est très bizarre. Il me fait penser à mon fils. Je ne sais pas si vous vivez ça. Moi, mon fils, le soir, je lui dis va te laver les mains. Il dit OK, je vais me laver les mains. Et j'entends juste un filet d'eau. Et il revient. Il dit t'as mis du savon? Et en fait, c'est exactement ça, Alfred. C'est-à-dire que si on ne lui demande pas, vous voyez, des fois, il a mis 3 petits points. En fait, il vous dit qu'il le fait, mais en fait, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Donc, ça demande du temps. Beaucoup de temps d'interaction, de suivi, de feedback, d'aller-retour pour avoir l'information que je veux. Alors, c'est quand même bluffant, hein, vous avez vu un peu ce que ça vous génère en si peu de temps, mais ce n'est pas si magique que ça, en fait. C'est pour moi, on est au stade d'évolution du GPS. On vient de passer de la carte papier au GPS. Mais c'est le TomTom. Vous voyez, la ventouse sur le pare-brise, là, première génération. C'était quand même une révolution. Tout d'un coup, là, moi j'avais mes parents qui prenaient la carte papier pour partir en vacances, qui regardaient tous les chemins, on se paumait, ressortait la carte papier. Là, vous avez le TomTom sur le pare-brise, et du coup, il n'y a plus besoin, il vous donne le chemin. Point de vue ergonomie, c'est pas top, c'est pas génial. On peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vois Pierre, là, Stellantis, on a des trucs complètement embarqués dans les véhicules maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le premier TomTom. On n'est pas encore à Cortana, on est au TomTom. Mais c'est déjà un pas majeur. Et ça disrupte mon métier, à moi, Renaud Chevalier, consultant. Le message que je voulais vous faire passer, c'est une phrase que j'ai repompée de la dernière Safe Summit, c'est Alfred ne me remplacera pas. Il y a beaucoup de détracteurs sur l'IA aujourd'hui. Ça va remplacer les gens. En fait, je ne me sens pas en danger.
C'est juste que je suis en train d'être disrupté. J'ai pris la claque il y a 1 an à Montréal, je vous l'ai dit, mais c'est pas pour autant que j'ai plus de métier, c'est pas pour autant que j'ai plus de boulot. Sauf qu'aujourd'hui, je suis augmenté. Je suis un consultant augmenté. Ce que je faisais avant, en plusieurs semaines, plusieurs mois, maintenant je peux le faire en 1 heure, une demi-journée. C'est radical. Mais c'est pas Alfred qui le fait. C'est une interaction. Alfred, il m'apporte des choses, il m'apporte de la contextualisation. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la tech, développeur, architecte de solutions. Je suis monté sur l'agilité, j'ai aucune connaissance sectorielle. Aucune. Et je me retrouve à faire des transfos, à discuter d'orga sur des secteurs que je ne connais pas. Tout d'un coup, là, j'ai accès à toute cette information-là. Je comprends le business. Et donc, mon savoir, mon expertise, je la mets au service du business, grâce aux informations qu'il vient me donner. Ça n'a plus rien à voir. Il est pertinent, quoi qu'on en dise, ce qui remonte sur une entreprise comme Dexcom, même s'il y a des erreurs, c'est bluffant. Il a accès à cette information. C'est dans son corpus. L'information est là. Ça me donne du recul. Ça lutte contre mes biais. Ça me permet d'être plus adaptable, en fait. Je suis plus rapide. Ça disrupte le training. J'en discutais avec mon collègue au training de TIA. C'est-à-dire que maintenant, je fais du micro-learning avec ChatGPT et Alfred. C'est-à-dire que si j'ai une question, là, typiquement, je suis sur GitHub, comment ouvrir GitHub et tout ça, je lui demande. Et j'ai la configuration de mon GitHub en 30 secondes. Et il y a plein de sujets comme ça où j'apprends. J'ai accès à la connaissance tout de suite. Et je monte en compétences beaucoup plus rapidement qu'avant. Ça me permet d'être synthétique. J'ai un gros problème avec la page blanche également. Ça me permet de démarrer. Et puis du coup, Alfred, là, c'est un peu le chocolat. Il ne s'est pas lavé les mains avec du savon. Et du coup, je lui apporte énormément de choses. La spécialisation, quand on parle solution, value stream, je lui dis où aller chercher. C'est là-bas que ça se passe. Voici la définition. Ça permet du coup de réduire les erreurs et ses biais. Les interactions que j'ai avec lui, les prompts que je lui donne, ça lui permet d'avoir de la cohérence dans son contexte. Ça lui permet une constance. Je lui demande de l'information précise, je le structure, je lui demande même du templating. Affiche-moi ces informations comme ça. Je lui donne du feedback, je l'entraîne. Et du coup, cette interaction, je l'utilise pour agir. Je reste aux commandes. C'est moi qui opère. C'est moi qui opère l'impact. Mais je ne le fais plus de la même manière, je le fais beaucoup plus rapidement. Dans mon expérience de l'apprentissage, de prompting, le prompting va devenir une compétence clé dans les futures années. Je vois des articles, les professionnels du prompt vont gagner X milliers d'euros par mois, c'est énorme. J'ai regardé plein de tutos sur Internet. Alors on vous dit, il faut mettre des contextes, nanana. Il y a 4 trucs que j'aurais aimé savoir avant. Si j'avais su ça, j'aurais gagné un temps colossal. 4 principes. J'ai marketé un peu le truc. Principe pop. On n'y pense pas. Mais quand vous ne savez pas faire de prompt, demandez à ChatGPT de vous les faire. Meta-prompting, prompt of prompt. Vous allez, à partir du moment où j'ai commencé à lui demander mes prompts, ils étaient de bien meilleure qualité, j'allais beaucoup plus vite. EXP, explicit prompting. C'est l'enfant avec le chocolat. Si tu ne lui demandes pas, tu ne l'as pas. Donc il n'est pas dans votre tête, ça ne reste qu'une machine, il ne réfléchit pas. Donc si vous ne lui demandez pas l'information, s'il vous la sort, c'est un coup de bol. Principe du SOC. Ça, c'est un truc de programmeur. Pas design pattern tout à l'heure, je ne sais plus avec qui. Le truc de programmeur, en fait, il y a une taille de contexte dans la session avec le ChatGPT. C'est 8000 tokens, je crois, c'est 6000 mots. Et quand il sort de cette taille, il perd le fil. Donc il commence à vous sortir des réponses complètement incohérentes ou qui n'ont plus de rapport, ou il réinvente, il réécrit. L'idée, c'est de séparer les prompts, penser en termes de séquence. Il y a une IA qui est sortie, merci Audrey pour le lien ce matin, une IA qui est sortie, un ChatGPT qui est sorti, une nouvelle version la semaine dernière, et Arnaud m'en a parlé aussi, qui est pensée pour résoudre des problèmes complexes, qui par nature va décortiquer le problème et y aller par séquence. Moi, Alfred, je l'avais configuré comme ça. Un problème complexe, tu le découpes. Donc SOC, pensée, séquence de prompt, et gardez ça en tête, un prompt, une intention. Comme une fonction dans le code, ça fait un seul truc, un prompt, une intention et séquencé. Et enfin, le RRS, c'est Arnaud qui me l'a filé la semaine dernière, Request Regular Summaries, s'il perd le contexte, en fait, pour éviter d'en arriver à la perte de contexte, demandez-lui de vous faire un résumé
automatique régulier. Donc du coup, redonne-moi les 10 OVS, un truc qu'il avait donné bien plus haut. Il vous le ressort, et du coup, dans ses réponses futures, il a repris l'information dans son contexte, et du coup, il va le traiter. 4 principes POP, EXP, SOC, RRS. Il me reste combien de temps, Mac? J'ai des questions récurrentes. Alors, je me suis dit, je vais faire une fac, et puis je vais y répondre avant qu'elles arrivent. Les données d'Alfred sont-elles fiables? Je vous l'ai dit tout à l'heure, non. Il y a des omissions, il y a des données qui ne sont pas à jour, mais je vous l'ai dit, dans ce use case, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le sujet. Mon objectif, c'est d'arriver avec une pierre à casser et de déclencher un débat, de stimuler l'intelligence collective par l'exemple. Donc, pour ce use case-là, pour moi, ce n'est pas un problème. Deuxième question récurrente, où sont les données d'Alfred? Alors Alfred, c'est la réponse d'Alfred, il dit « j'ai pas de données en temps réel ». Ces réponses sont basées sur la base de connaissances de ChatGPT et sur la config que je lui ai faite. Donc moi, je lui ai donné des ressources supplémentaires dans sa configuration pour qu'il devienne un spécialiste de la business architecture. Il me dit qu'il ne conserve pas d'informations personnelles ni de fichiers après la session pour garantir la confidentialité. J'ai un doute parce qu'il y a un système d'entraînement et là, c'est en dehors de mon scope de compétences, mais il garde quand même quelque chose puisqu'il évolue. Donc, je ne sais pas. Et la troisième question récurrente, c'est pourquoi utiliser Alfred plutôt que ChatGPT, finalement, parce que Alfred, c'est ChatGPT avec une configuration spécifique. Donc, c'est la même technologie, mais il est plus pointu. C'est-à-dire que quand on va lui parler de value stream, il est configuré pour aller chercher les connaissances dans ce domaine-là. Donc, les réponses sont orientées. Donc, il est plus pertinent sur les réponses dans le cadre de business architecture et de value stream. On pourrait faire le test. Takeaway. Avec quoi repartir de cette session? Ma conviction que les value streams, c'est un outil clé aujourd'hui dans les transformations pour approcher le business et la tech. Quoi qu'on en pense, si vous avez ce genre d'outil-là, vous n'aurez plus les mêmes interactions avec vos parties prenantes. Je pense même que c'est le next step du product management. Le produit passera à l'échelle via la business architecture. On en reparle dans 2 ans. J'en suis convaincu. Deuxième takeaway. Gardez ces 2 chiffres. 1 heure, 80%. 1 heure, une étude sectorielle complète, une pierre à casser sur un secteur, une étude de value stream. 80% le verbatim sur la pertinence de l'information remontée, même si elle n'est pas exacte. La GenAI, ça augmente l'impact et ça limite le risque d'une étude de value stream. Ça limite le risque du so what result. On est loin de Cortana, mais le GPS est là. On n'est plus à la carte papier. Et vous avez vu l'impact pour mon métier de consultant. Si je ne m'adapte pas, il va y avoir un problème. Le prompting, ça va devenir une compétence clé. Je vous recommande fortement de vous y mettre. Et gardez en principe pour monter en compétence, gardez en tête ces 4 principes pour monter en compétence, POP, XP, SOC, RRS. Et enfin, 2 mots, les 2 derniers. Ça devient un réflexe d'utiliser le ChatGPT. Si j'ai un problème, je me pose une question, il peut m'aider. Et la seule limite que moi j'ai aujourd'hui, comme le déclic que j'ai eu l'année dernière, c'est ma créativité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut quasiment tout faire. Il faut juste y penser. The Alfred Initiative, encore une fois, je suis en retard, va être sur GitHub, va être sur la marketplace d'OpenAI. Ce n'est pas encore ouvert. Ce qui m'intéresse, moi, c'est du feedback. J'ai besoin de feedback. Je teste comme je peux dans mon quotidien. J'ai besoin de savoir si c'est pertinent ou pas et comment je l'améliore. Donc j'ai un deal. Je vous donne des accès. Vous testez, vous me faites un feedback. C'est simple. Par contre, vous me faites un feedback. OK? Donc contactez-moi. On en parle. Et on avance. Merci beaucoup pour votre attention.